Aujourd'hui, je reçois Mikhail Tokdemir. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur de la Maison de l'Europe de l'Eure, centre d'information Europe Direct à Évreux. Ensemble, nous allons revenir sur ce qu'a fait l'Union européenne durant la crise du Covid-19. Et alors, en préambule, je rappellerai que la santé n'est pas une compétence de l'Union européenne, mais relève de la compétence des États membres. Exactement, c'est une compétence d'appui. L'Union européenne est là pour aider les États membres dans certains domaines et c'est surtout la santé publique qui concerne l'Union européenne parce que ça permet de la coordination, etc., de la prévention. Et l'Union européenne va aider plutôt pour la recherche parce qu'on met en commun et donc c'est plus simple de gérer au niveau européen des études, etc., et de la recherche qu'au niveau national. Mais pas plus que ça avant le Covid-19 puisque ça a changé par la suite. Alors, la recherche, on va en reparler, mais d'abord, pour ralentir la propagation du virus, il y a eu la fermeture des frontières extérieures et aussi intérieures afin d'éviter le déplacement et donc la propagation du virus. Effectivement, ça a été d'abord une décision des États membres. Ensuite, ils se sont coordonnés grâce à l'espace Schengen pour fermer les frontières. Ce qui est possible de fermer les frontières en cas de crise. On a eu l'impression ces derniers temps que chacun faisait ça un peu à sa tête, mais en fait non, c'est possible de fermer les frontières durant des périodes de 30 jours en cas de crise qu'on peut renouveler plusieurs fois jusqu'à 24 mois maximum. Donc c'était une possibilité et ça a permis de freiner effectivement le virus, la propagation du virus, mais ça a créé des complications, notamment pour le transport des marchandises ou pour les transfrontaliers. C'était un peu compliqué d'aller travailler quand on habitait en France et qu'on devait travailler dans un autre pays européen. Alors justement, il a beaucoup été reproché de justement, en fermant les frontières, de jouer un peu solitaire, de rester que pour soi. Et pourtant, il y a eu de la mise à disposition de matériel médical entre pays. Et par exemple aussi, je pense à l'accueil de malades français en Allemagne. Par exemple, il y a quand même eu des initiatives. Effectivement, au tout début, la réponse à la crise, ça a été repli sur soi. Et finalement, on s'est rendu compte que ça marchait pas non plus si bien que ça et qu'il fallait de l'entraide entre nous. On a eu quand même des moments où on s'est dit en début de crise, au lieu de céder, on va même se freiner. On a des exemples de la République tchèque, par exemple, qui retient les masques à la frontière, etc. Et finalement, tant les citoyens que les médias vont s'emparer des choses et les États vont se dire OK, on a fermé les frontières, mais on va céder. On va ouvrir les hôpitaux transfrontaliers. On va envoyer 7 tonnes de masques, par exemple, l'Allemagne qui envoie 7 tonnes de masques en Italie, 1 million de masques envoyés par la France en Italie aussi. Et donc, l'aide va s'organiser petit à petit, mais la première réponse à la crise, ça a été un peu la panique à bord et les premières réponses n'étaient pas bonnes. Et alors, en ce qui concerne la recherche médicale, des centaines d'équipes de scientifiques ont travaillé dans toute l'Europe pour tester des traitements, mais aussi pour tenter de trouver un vaccin. Il y a quand même eu une cohésion à ce niveau-là. Effectivement, parce que là, c'est une compétence européenne, la recherche. Il y a même un programme qui s'appelle Horizon 2020 qui permet de soutenir la recherche. Et dès le début de la crise, en février, la Commission européenne va mettre sur la table 10 millions d'euros pour permettre en fait de coordonner la recherche. Ensuite, on va créer une plateforme qui permet de s'échanger les données entre les différents scientifiques. Donc voilà, comme ça, tout le monde a le même niveau d'information. On n'est pas là pour essayer de se tirer dans les pattes, mais de travailler ensemble. Puis la Commission européenne va remettre de l'argent sur la table pour la recherche au niveau global. Et on va avoir une entreprise allemande qui va être connue parce que Donald Trump va dire eux, ils sont prêts à trouver le vaccin, donc on va acheter tout de suite les vaccins, sauf que la Commission européenne va mettre 80 millions d'euros à table et va leur dire non, c'est une entreprise européenne et elle va faire les vaccins pour nous. Et alors, les différents États se sont aussi coordonnés pour rapatrier les citoyens de l'UE qui étaient bloqués dans d'autres pays à travers le monde. Oui, ça s'appelle le mécanisme de protection civile. Et effectivement, si vous êtes un citoyen européen, vous avez des droits. Et dans ces droits-là, un pays, par exemple la République tchèque, qui met un avion à disposition de ses citoyens, va aussi mettre cet avion à disposition d'autres citoyens européens. Et donc, vous allez pouvoir être rapatriés en même temps qu'eux. Et ça va être fait vraiment par tous les pays de l'Union européenne. Et on va rapatrier jusqu'à 60 000 personnes grâce à ce mécanisme, grâce à une prise en charge aussi de l'Union européenne. C'est pas on vous paye votre billet d'avion à votre place, mais c'est plutôt vous aider les États à mettre en place des avions en dehors des compagnies aériennes, par exemple, etc. Donc oui, il y a eu ce mécanisme qui a bien fonctionné lors de la crise, même si effectivement, dans certains pays du monde comme au Maroc, ça a été vraiment très tardif. Il a fallu agir petit à petit selon les urgences.
Et alors d'un point de vue économique, l'Union européenne a proposé un programme d'aide de plusieurs centaines de milliards d'euros, un plan de relance de 750 milliards d'euros même précisément. Effectivement, on a beaucoup reproché à l'Europe au tout début d'être assez lente, alors qu'en fait la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, ou la Commission Européenne avaient déjà mis des mécanismes en place pour aider les entreprises. Et le couple franco-allemand s'est réveillé et à un moment, ils ont proposé donc cette aide de 750 milliards, ce qui est quand même très important et c'est un changement vraiment dans l'Union européenne puisque on met en commun des dettes et on va payer ces dettes-là, non pas la France qui paye sa propre dette, mais ça va être l'Europe qui rembourse la dette européenne pour voilà, un plan de relance ambitieux qui s'ajoute au budget européen. Donc c'est un plan de relance de 1850 milliards. Donc c'est très très important comme plan de relance. Mais ça n'a quand même pas forcément fait l'unanimité tout de suite. Je pense notamment aux pays frugaux comme les Pays-Bas ou le Danemark qui auraient été un peu plus frileux sur ce point. Effectivement, on a parlé au début des Corona Bonds, c'était un autre truc un peu plus différent. Les Pays-Bas, par exemple, étaient très contre et le Portugal a crié pour dire mais c'est incroyable que vous ne soyez pas si solidaire. Et il a fallu convaincre. Ça n'a pas été facile. La route n'est pas encore finie d'ailleurs. Le chemin est encore long. Mais on avance et effectivement, tout le monde est conscient qu'on a besoin de ce plan de relance-là. Aujourd'hui, la Commission européenne a publié quand même des statistiques concernant la récession et la France est à moins 10,6%. Et il n'y a pas un pays qui va être en croissance. Donc là, on a vraiment besoin de s'aider. Et puis alors il y a un autre volet important, c'est la mise en place d'un pont aérien humanitaire pour acheminer de l'aide à des pays d'Afrique et organiser des opérations de rapatriement. Effectivement, là encore une fois, en février, alors qu'on commençait à parler de la crise, la Commission européenne va donner 230 millions à l'OMS pour aider les pays voisins, et notamment l'Afrique. Et ensuite, on va mettre en place ce pont aérien, puisqu'on a quand même fermé les frontières, mais il fallait mettre à disposition donc du matériel médical, mais aussi du personnel qualifié qu'on a envoyé effectivement en Centrafrique. Ensuite de là, ça a été dispatché parce que voilà, ce sont nos voisins, parce qu'on a des relations avec l'Afrique. Et si on ne gère pas non plus cette crise au niveau mondial, on risque d'avoir ensuite des soucis par ricochet. Donc effectivement, la Commission européenne a tout de suite aider aussi les pays africains. Alors un mot aussi sur la lutte contre les fake news liées au Covid-19. Tout en garantissant la liberté d'expression, l'Union européenne a aussi renforcé la lutte contre ces fameuses fake news. Effectivement, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de fake news, sur la santé d'abord, mais aussi de la part de certains pays étrangers comme la Chine et la Russie. En effet, ils ont profité quand même du fait qu'on soit un peu meurtri, notamment en Italie, pour faire croire que c'était un peu les sauveurs de l'Europe, alors que je rappelle juste qu'en janvier, quand la crise a éclaté en Chine, l'Union européenne a envoyé des tonnes de matériel médical en Chine, que l'Italie a envoyé des tonnes de matériel médical aussi en Chine, et que c'était juste un retour de la solidarité et non pas l'Union européenne qui abandonne ses pays, même s'il y a eu des soucis, hein, et la Chine qui vient en sauveur. Donc il y a eu vraiment quelques informations comme ça assez difficiles à avaler, surtout quand nous on travaille dans l'information européenne, puisqu'on voit au quotidien ce qui se passait. On voyait au quotidien ce qui se passait et effectivement il y a un site internet qui permet de s'informer sur ces questions et il y a les décodeurs de l'Europe qui vous permettent de savoir la vérité. Et alors, qu'est-ce que la crise du coronavirus finalement a changé en Europe ? Alors déjà, la santé, il y a un nouveau programme de santé qui va être créé. La Commission européenne n'était pas compétente, l'Union européenne n'était pas compétente dans ce domaine. Donc on va créer le programme EU for Health. Et avec ce programme-là, donc il y a 9,4 milliards d'euros quand même mis sur la table entre 2021 et 2027. Et donc l'Union européenne a une nouvelle compétence par la force des choses, c'est la santé. Donc au niveau du stockage du matériel médical, au niveau des hôpitaux transfrontaliers, au niveau de la recherche, de la santé publique, tout ça, c'est un package qui va faire en sorte que si jamais on a ce genre de crise, on va pouvoir faire face mieux que ce qu'on a pu le faire en tout début de mars. Donc voilà, déjà à ce niveau-là, ça a changé. Ensuite, on espère que la relance sera verte et puisque c'est une demande forte des citoyens et qu'elle sera accompagnée par le numérique. Donc voilà ce qui fait l'après-Covid. J'espère que tout cet argent mis sur la table va servir à créer une nouvelle société.
Merci Mikhail Tokdemir d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur de la Maison de l'Europe de l'Eure, centre d'information Europe Direct à Évreux. Merci beaucoup.